Le 24 janvier 1789, Louis XVI émet une lettre de Versailles dans laquelle il convoque les États généraux qui devront se tenir le 5 mai de la même année. Les États généraux, ce sont des assemblées extraordinaires qui réunissent des représentants de toutes les provinces du royaume appartenant aux trois ordres de la société, noblesse, clergé, tiers-état. Ils sont convoqués par le roi pour traiter d'une crise qui peut être politique, militaire ou autre. Dans ce cas-là, c'est avant tout une crise fiscale qui doit être réglée. Entre la convocation des États généraux et leur tenue au mois de mai, dans cette période, les habitants des villes et des paroisses se réunissent pour rédiger ce qu'on appelle les cahiers de doléances qui doivent comporter leurs plaintes et réclamations. Il s'agit de cahiers de doléances du tiers-état que nous étudierons, qui représentent, le tiers-état, environ 26 millions de personnes contre 250 000 nobles et 120 000 membres de clergé. Dans cette même période, le Cantal est une région montagneuse, plutôt enclavée, dont les habitants ont fait état, comme tout un chacun, de leurs plaintes et doléances dans ces mêmes cahiers. Ainsi, nous allons mener une étude comparative des cahiers de doléances cantaliens à l'aube de la Révolution. Je traite ce sujet par le prisme d'une problématique bipartite. Les doléances diffèrent-elles en fonction du statut et du peuplement des lieux d'émission? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'un cahier soit émis dans un milieu rural ou dans un milieu urbain a des conséquences sur son contenu? Et dans le cas où il est émis par une paroisse et non une ville, est-ce que le nombre d'habitants peut avoir un impact sur le contenu de ces mêmes cahiers? Pour la méthode, il a fallu dans un premier temps effectuer un échantillonnage, c'est-à-dire prendre un nombre représentatif de cahiers de doléances de cette région pour pouvoir étudier le sujet. Dans le temps qui m'est imparti, j'ai fait le choix d'étudier 16 cahiers de doléances, sachant qu'en tout et pour tout, ils sont à peu près 170 accessibles sur le site des archives du Cantal. Je les ai donc répartis en 4 groupes de 4 cahiers, suivant le niveau de population des paroisses et suivant la nature, en se concentrant sur le centre et le sud-ouest, afin de rester dans une zone clairement délimitée. Les 4 premiers cahiers proviennent de ce que j'appelle des petites paroisses, qui possèdent moins de 500 habitants. 4 cahiers ensuite de moyennes paroisses, entre 1000 et 2000 habitants. 4 cahiers de grandes paroisses, plus de 2000 habitants. Et 4 cahiers de villes, d'endroits qui deviendront plus tard des chefs-lieux de districts, qui possèdent chacun plus de 2600 habitants. Ensuite vint la phase de transcription, où il fallut transcrire l'intégralité des cahiers dans un seul et même document afin de pouvoir effectuer une analyse quantitative. Cet exercice a aussi permis d'effectuer une analyse qualitative par une première lecture complète et intégrale de tous les cahiers. Par la suite, l'analyse quantitative m'a permis d'obtenir ce résultat. Voici le tableau qui résulte de mon analyse quantitative. À gauche sont triées les différentes paroisses et villes par catégorie. En haut, sur la ligne verte, sont présents les divers thèmes répertoriés dans les cahiers. Au centre, ce sont les pourcentages de mots, donc de volume de texte, attribués à chaque thème par cahier. À droite, le pourcentage total de mots triés, puisque quelquefois, une partie des formules inutiles n'a pas été triée. Enfin, une analyse qualitative et une mise en perspective bibliographique, notamment avec l'ouvrage de Jonathan Erdalby, Les paysans cantaliens et la Révolution française, m'a permis d'obtenir de nouveaux éléments sur le fond comme sur la forme. Les impôts et les privilèges sont pointés du doigt par tous les cahiers et y occupent la plus grande place. Ils doivent être traités simultanément parce que le plus grand reproche fait aux privilégiés est avant tout leur exemption pécuniaire. Toutefois, le dynamisme n'est pas tout à fait semblable. Dans les paroisses, plus le nombre d'habitants est grand, plus la question des impôts occupe une place majeure, contrairement à la question des privilèges dont le poids reste très stable en fonction de la population. Cependant, dans les villes, la question des impôts représente une part équivalente à celle des petites paroisses, mais la question des privilèges est évoquée sans trop insister. Cette tendance croissante est toutefois biaisée par le cahier de Vic-sur-Cère, chef-lieu de bailliage, qui établit un état des lieux extrêmement détaillé et complet des impôts en vigueur dans une partie qui représente 70% du cahier. Cette description s'étale sur plus de 15 pages. Si on nuance cette tendance, en partie biaisée,
On peut affirmer que le constat vis-à-vis des impôts est partout le même. Son poids écrase pareillement tous les lieux étudiés, sans regard au niveau de population ou à la nature du lieu. Toutefois, la question des privilèges représente une part plus faible en milieu urbain. Dans les faits, les terres du Haut Pays d'Auvergne étaient en bonne partie possédées par les paysans. Mais cela était au prix d'innombrables redevances seigneuriales. Elles étaient les plus fortes du royaume, dit-on. Selon les calculs de Michel Lémarie, le cens et la dîme représentaient à eux seuls 20% des gains du laboureur. Ces impôts constituaient une partie conséquente des revenus des seigneuries toutefois. Mais il faut encore ajouter les très nombreux droits casuels, droits de banalité, etc. Par exemple, ceci est très bien détaillé dans le cahier de doléances de Vic-sur-Cère. En plus du poids déjà fatal des impôts, plusieurs cahiers montrent que cette dynamique n'était pas prête de s'estomper parce que les anoblissements étaient nombreux. On le lit notamment dans le cahier de Vic-sur-Cère. Accru sur la fin du règne de Louis XIV par la création d'un nombre infini de nouveaux nobles, et il l'est encore journellement par les anoblissements par lettres ou par charge, et par les cotes des anoblis ou privilégiés, toujours les plus considérables. Dans la forme, les doléances sont très différentes en fonction de la nature du lieu. En effet, les petites et moyennes paroisses mentionnent le poids excessif de l'impôt et les conséquences sans pas aller trop loin dans le détail. Elles se cantonnent à dénoncer les excès de prélèvement de toute nature relativement aux revenus de leur activité. C'est notamment le cas dans la paroisse de Montmurat. Nos impôts sont excessifs. Ce qui en est la principale cause, ce sont le nombre excessif de privilégiés qui possèdent près du tiers de nos biens. Notre Seigneur jouit ainsi que notre curé de l'exemption entière de leurs impôts. Les autres ne sont imposés qu'à mi-tarif. Tout ce fardeau retombe sur nous. Nous sommes forcés pour pouvoir payer l'impôt de nous expatrier la saison la plus précieuse d'aller en Languedoc et dans les environs de Saint-Flour à plusieurs journées de notre paroisse. Cependant, les grandes paroisses, souvent chefs-lieux de bailliage ou futurs chefs-lieux de canton, et les villes, établissent une description très détaillée, à la fois de la liste des différents impôts et de leurs poids individuels, mais aussi des inégalités de répartition. Par exemple, Vic-sur-Cère détaille l'historique de certains impôts. La taille fut établie par Charles VII en 1444 pour fournir à la solde d'une armée toujours subsistante et immédiatement sous ses ordres, elle fut imposée sur le tiers-état, le clergé et la noblesse en furent exempts. Dans le même cahier, on peut lire un détail financier du poids de ces impôts. Dans le cahier de Murat, on peut par ailleurs lire une comptabilité territoriale qui permet de faire la relation entre la taille du territoire et le montant excessif d'impôts payés dans le territoire cantalien. Que la France étant d'une étendue de 26 951 lieues carrées et payant en taille ou accessoire la somme de 91 millions, l'Auvergne, qui ne contient qu'un espace de 651 lieues carrées, ne devrait supporter, indépendamment de l'ingratitude de partie de son sol, des vastes espaces vides et stériles qui sont principalement en la montagne, que la somme de 3 296 664 au lieu de 4 391 464 qu'elle paye, non compris la capitation et les 20e qu'elle paye, ce qui forme une surcharge en sus de la division proportionnelle qui doit régner de province à province. Enfin, dans le cahier de Morse, on peut voir une autre comparaison interprovinciale, mais cette fois-ci avec la Bretagne. Pourquoi donc le breton ne contribue-t-il que pour 12 livres 10 sous pour la part de charge de gouvernement, tandis que l'Auvergnat est taxé à 18 livres 10 sous. Cependant, si la balance devait pencher d'un côté, ce serait du côté de ce dernier qui n'a aucun débouché, aucune rivière navigable, qui est éloigné des grandes villes, qui n'a ni route ni commerce, qui est obligé d'aller chercher la justice au loin, de s'expatrier la majeure partie de l'année pour gagner de quoi nourrir sa famille et payer l'impôt. Une partie des requêtes sur les impôts concerne les impôts ecclésiastiques qui, selon les doléances, sont perçus par des clercs qui ne vivent même pas sur le territoire et qui, en plus de cela, laissent les curés locaux en situation de pauvreté alors qu'ils sont déjà en sous-effectif vis-à-vis de leur mission. Leur quatrième vœu est que le sort de ces curés soit amélioré de manière que les plus petits curés soient portés à 1500, à condition toutefois que les paroisses soient par l'édit desservies. Malgré les impôts écrasants, le ton des cahiers est unanime, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Il reste modéré et le système seigneurial n'est
pas en lui-même remis en question. Les requêtes proposent des solutions amiables pour régler ces problèmes financiers ou simplifier la collecte, comme par exemple la demande de Montmurat. Que les impôts soient assis sur tous les biens sans exception et que les impôts soient payés dans les paroisses sans qu'on puisse ordonner aucun transport de côte sous quelque prétexte que ce soit. Ou encore la demande d'Aurillac. Qu'il soit enfin permis aux particuliers de racheter la dîme s'il arrivait que les bénéfices dont elle dépend fussent dans la suite éteints ou supprimés. Ou enfin la demande de Morse. Que tous les impôts réels et personnels connus en Auvergne sous la dénomination de taille, capitation, industrie, 20e, ainsi que ceux provenant des droits sur les cuirs, de sens des douanes et barrières de l'intérieur soient réunis en un seul. Plus les territoires sont peuplés, moins la question des difficultés agricoles représente une part conséquente dans les cahiers de doléances. Le Haut-Pays est composé d'une zone très montagneuse au centre, plutôt montagneuse à l'est et peu montagneuse à l'ouest. Les difficultés agricoles sont dues à la topographie, à la météo et à l'infertilité des sols. Globalement, on pouvait couvrir seulement 70% des besoins locaux. Ainsi, dans la zone que nous étudions, au centre et au sud-ouest, les prés sont préférés aux terres cultivées pour le pâturage du bétail. Toutefois, tous les cahiers font état des cultivateurs, ce qui veut dire qu'aucun endroit ne peut se passer de la culture des céréales, qui servent d'une part à nourrir les hommes ou à brûler, mais surtout d'autre part à nourrir le bétail. Cependant, la culture des céréales n'est pas simple dans toutes les paroisses. Certaines ont un fourrage qui est de mauvaise qualité et ne parviennent pas à entretenir décemment leurs troupeaux. C'est notamment le cas de Plot. Quoiqu'elle ne referme qu'environ 330 feux et qu'il n'y ait pas un seul domaine à vacherie faute de fourrage, la petite quantité de grains qu'elle produit est même souvent enlevée en partie par l'intempérie et les orages. On retrouve des problèmes similaires à Morse. Ces bestiaux ainsi que les jeunes porcs que nous élevons ne naissent pas dans nos étables. Nous sommes forcés de les tirer d'ailleurs. Les jeunes bestiaux parce que leur mère étant très mal nourrie été et hiver. On peut comparer la carte des contrastes économiques avec les cahiers de doléances. Dans les lieux où les prés rapportent plus que la terre, en blanc ou en pointillé, on a tendance à beaucoup moins se plaindre de l'agriculture. A contrario, quand les labours rapportent plus que les prés, l'activité agricole semble très rudimentaire. Ces difficultés agricoles entraînent des conséquences directes sur la population locale, puisque plusieurs cahiers dénoncent la forte émigration des travailleurs, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Parfois, quelques mois de l'année, mais souvent aussi sans espoir de retour. Les dites vignes sont d'un travail si pénible et si coûteux que la plupart des propriétaires n'ayant pas d'un côté les moyens de se procurer des bras pour les cultiver, et que de l'autre, les émigrations fréquentes occasionnées depuis quelques années par la misère, rendant les travailleurs fort rares, puisque tous les particuliers sont obligés de laisser leurs biens incultes par le défaut d'ouvriers. Donc les doléances vis-à-vis de l'agriculture semblent dépendre en très grande partie de l'endroit où a été écrit le cahier, puisque même si la tendance est généralement à la précarité de l'agriculture, il existe de fortes disparités sur le territoire du Haut-Pays d'Auvergne. Comme les impôts et les privilèges, les deux grands thèmes que sont la justice et l'administration locale doivent être traités conjointement. Leurs courbes de tendance sont d'ailleurs tout à fait similaires. Seuls 3 des 16 cahiers n'abordent pas la question de la justice, ce qui montre son rôle prédominant dans les plaintes. Tout d'abord, la justice cantalienne à la fin du siècle est une bizarrerie tout à fait spécifique. Le droit en vigueur était un chaotique mélange de droit romain d'une part et de droit coutumier d'une autre, entendu que l'Auvergne était la région dans laquelle il y avait parmi le plus de coutumes locales. Toutefois, rien n'était uniforme. Au nord, c'est plutôt le droit coutumier qui prévalait, alors qu'au sud, il s'agissait plutôt du droit écrit. Ainsi, une chose, quelle qu'elle soit, pouvait relever soit du droit écrit, soit du droit coutumier, soit d'un mélange des deux. Cette situation complexifiait les échanges, en particulier en matière de redevances seigneuriales et de transmission des terres. La demande de clarifier la loi est par ailleurs unanime, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. On le voit par exemple à Morse. La première dérive du chaos de nos lois civiles et criminelles, du labyrinthe obscur de nos codes. Mais on le voit aussi à Royac. De demander la réforme des lois civiles et criminelles, une justice plus prompte et moins dispendieuse, des lois pour le contrôle plus claires et plus précises, dont l'adhésion soit attribuée aux juges ordinaires. Même les personnes qui supervisent la justice ne sont pas forcément fixes. Par exemple, on sait que la paroisse de Morse, quelquefois dépend de la justice de l'évêque de Clermont, quelquefois de la justice de l'évêque de Morse.
Un certain nombre de demandes sont unanimes et présentes partout sans distinction de statut ou de peuplement. C'est notamment le cas de la demande pour une justice moins arbitraire et moins coûteuse. Aussi pour la demande d'obtention d'une justice sur le lieu même de la paroisse et pas à 5 ou 10 lieux. Pareil pour l'abolition des justices seigneuriales et aussi pour l'interdiction des tribunaux d'exception. Des légères différences dans les doléances entre milieux urbains et milieux ruraux, il y en a quand même. Les paroisses insistent davantage dans leur cahier sur l'accessibilité à la justice. Nous sommes privés de justice. Notre juge réside à Morse, le procureur d'office et le greffier en Quercy. Il s'ensuit qu'il ne se fait aucune police dans Montmurat, qu'il y a souvent des querelles et que nous voyons dans l'impossibilité de faire décider nos affaires, nous sommes obligés de les porter en première instance au bailliage d'Aurillac où les frais sont si considérables qu'ils nous ruinent. Certaines demandes particulières proviennent de milieux urbains, notamment Aurillac qui demande la gratuité de la justice. Enfin, les demandes relatives à l'administration locale renvoient particulièrement à la mise en place d'états provinciaux ou d'arrondissements. Les états provinciaux permettraient de surveiller et de contrôler un certain nombre de choses, dont la justice, lorsque les états généraux sont vacants. L'arrondissement servait à mutualiser et à rapprocher la justice des paroisses. C'est notamment le cas selon le cahier de Montmurat. Qu'il soit fait un arrondissement des paroisses voisines en leur ville et que le chef leur soit le centre de toutes les affaires du canton où, afin que nous ne soyons pas obligés de courir à 10 lieues de notre domaine pour l'affaire la plus légère. Les questions relatives au clergé et à la religion sont presque omises pour les petites paroisses. Puis la croissance se fait au prorata du nombre d'habitants. Pour les moyennes paroisses, un quart des cahiers en parlent, pour les grandes paroisses, la moitié, et pour les villes, les 3/4. Un certain nombre de demandes semblent être communes aux milieux ruraux et urbains. Il n'y a par exemple pas assez de prêtres dans les paroisses. Ça, on le retrouve à la fois dans les cahiers ruraux et dans les cahiers urbains. Par exemple, même dans celui de Saint-Flour, qui demande à ce qu'un prêtre secondaire soit mis en service dans chaque paroisse. Aussi, par exemple, le fait que les clercs qui perçoivent des revenus pour l'exercice de leurs devoirs devraient être contraints de résider à l'endroit d'exercice de leur mission. Les milieux ruraux mentionnent cependant davantage la situation précaire des curés de paroisse, comme on l'a mentionné dans la partie sur les impôts, et demandent un rehaussement des revenus des curés. Aurillac demande pareillement le rehaussement de leurs revenus, mais aussi une fixation et un encadrement de ces derniers. Que les portions congrues des curés et vicaires soient augmentées et fixées, savoir pour les curés de ville à 2400, pour leurs vicaires à 1200, pour les curés de campagne à 1200, pour leurs vicaires à 600, qu'au moyen de ceux, ils ne puissent recevoir aucune autre espèce de rétribution à quelque titre et de quelque espèce qu'elle soit, quand même elle serait offerte volontairement. Morse et Vic-sur-Serre insistent, eux, sur le tiers-lot et les abus de certains membres du clergé. Ce tiers-lot doit servir aux réparations des édifices, mais comme on le voit dans le cahier de Morse, ce n'est pas toujours le cas. L'abbaye de Morse fut vacante en 1778. L'abbé de Balanzac y fut nommé par le roi. Il composa avec les héritiers de son prédécesseur à 15 000 livres pour les réparations à faire aux églises. Avec une somme si considérable, il eût pu les reconstruire à neuf et les fournir d'ornements. Qu'est-il arrivé? C'est que l'abbé de Morse n'a presque pas fait de réparation, que notre église est sans ornement et qu'il n'y a pas même de livre de chant. Les autres sont pourvus à l'avenant, en sorte qu'il est prouvé que non seulement l'abbé actuel n'a rien employé du tiers-lot depuis 1778, mais encore qu'il a bénéficié sur la contribution des héritiers de son prédécesseur. Comme pour la question des impôts, les villes et les grandes paroisses qui se rapprochent des villes mentionnent plus amplement la religion que les moyennes paroisses, et surtout que les petites paroisses qui l'omettent complètement. Elles détaillent davantage la situation et proposent plus de solutions. Étonnamment, la question des routes représente un plus gros volume dans les cahiers des villes, alors que ce sont surtout les villages qui sont inaccessibles. Un quart des petites et moyennes paroisses en parlent pour 3/4 des villes. En effet, seules 3 routes traversaient le pays, dont 2 du nord au sud et une de Aurillac à Saint-Flour. Il n'y avait par ailleurs aucune voie navigable. Ainsi, les routes transprovinciales n'étaient qu'au nord,
la circulation vers le Languedoc et les autres provinces du Sud était hardie. On le voit notamment dans le cahier de Saint-Flour. La Haute-Auvergne, depuis si longtemps imposée et oubliée pour les travaux publics, doit regarder l'ouverture de ces routes comme un objet d'autant plus important qu'elle est sans communication avec les provinces voisines, par conséquent sans industrie et sans commerce. Sa contribution pour les grandes routes, fixée d'après les impositions excessives, quelque onéreuses qu'elles soient, est cependant bien inférieure à ses besoins. La population n'étant pas à besoin prix proportionnel à l'étendue de parties de province, dont les espaces immenses sont presque inhabités, ni aux obstacles que présentent les montagnes. Cet isolement géographique rendait le commerce et la construction d'industries difficiles, et on comprend alors que les céréales soient cultivées dans toutes les paroisses, même celles où cette activité paraissait échouer. Cet enclavement du Cantal rend donc le commerce très difficile, ce qui explique que, à la fois, des cultivateurs puissent émigrer, mais aussi qu'une émigration puisse être due au manque d'industrie dans la région. Plus les paroisses sont peuplées, plus les cahiers sont longs et détaillés. Ainsi, les cahiers des grandes paroisses et des grandes villes sont très complets. On peut le constater en comparant le nombre de grands thèmes moyens traités pour chaque type de lieu. 4,75 pour les petites et moyennes paroisses, 6,25 pour les grandes paroisses et 8,25 pour les villes. Certaines demandes dans la catégorie autres sont communes à 3 ou 4 cahiers différents. C'est par exemple le cas de la fixation des poids et mesures. Le système de mesure, ou plutôt les systèmes de mesure, étaient, paraît-il, pas moins de 18 dans la région, dont certains n'étaient par ailleurs valables que dans une seule paroisse. On voit cette demande d'unification notamment dans le cahier d'Aurillac. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un seul poids, qu'une seule mesure, et que les officiers municipaux chargés de la police soient obligés de veiller à ce qu'ils ne se commettent en ce genre des abus. Aussi, d'autres demandes récurrentes sont par exemple l'éducation de la jeunesse. C'est un thème qui est exclusivement présent par ailleurs dans les cahiers des villes. On voit aussi, à la fois en milieu rural et en milieu urbain, la demande d'interdiction à la fois d'une part de la mendicité et d'autre part par exemple des milices. Ce que j'appelle la portée des doléances, c'est leur écho, la focale sur laquelle elles se placent. La focale qui est choisie par les villes est par exemple beaucoup plus éloignée que les paroisses, surtout de taille petite et moyenne. Les grandes paroisses, et surtout les villes, sont les seules à employer les termes de français ou de nation à plusieurs reprises. Elles sont aussi les seules qui ont des requêtes à l'échelon national, même si celles-là restent rares. Que la dette nationale soit reconnue et assurée, qu'il soit pourvu à sa liquidation par les moyens les plus sages et les moins onéreux au peuple, que les engagements de l'État et les propriétés des sujets soient respectés. Cela démontre l'enclavement des paroisses relativement aux villes dans leur territoire. Pour ces dernières, la portée des doléances a l'air beaucoup moins grande et beaucoup plus resserrée sur elle-même. Enfin, on peut se poser la question de la circulation de modèles ou de rédacteurs. Par exemple, les cahiers de Saint-Cernin et de Tournemire sont, à une exception près, exactement identiques, au mot près la plupart du temps. Alors, s'agit-il d'un modèle qui a circulé ou s'agit-il d'un rédacteur qui peut contribuer à la rédaction de plusieurs cahiers de doléances différentes? Pour cela, on peut simplement effectuer une rapide comparaison des écritures sur deux mêmes passages. On se rend compte que la graphie est sans aucun doute différente entre les deux cahiers, donc il est hautement probable que ce soit davantage un modèle qui est circulé plutôt qu'un rédacteur. Mais alors se pose la question, qui rédige le cahier? Je n'ai pas la réponse puisque ce n'est presque jamais mentionné. Pour résumer, la question des impôts est traitée unanimement par les paroisses comme par les villes. On en dénonce toujours le poids et la répartition. Toutefois, les lieux d'importance comme les chefs-lieux de bailliage ou les villes établissent un portrait beaucoup plus détaillé de la situation fiscale. Le problème majeur en est la répartition, à la fois entre les individus, mais aussi entre les provinces. Les difficultés agricoles occupent une place dans les cahiers inversement proportionnelle au nombre d'habitants. Toutefois, elle est évoquée dans presque tous les cahiers. Sur ce sujet, le peuple a un impact sur le volume que ce thème prend dans les cahiers, mais la nature du lieu a légèrement moins d'impact. C'est davantage la position géographique du lieu qui importe. La religion, outre les abus d'une partie du clergé, n'occupe pas une grande partie dans les cahiers des paroisses, contrairement aux cahiers des villes où son volume reste conséquent. La question de l'accessibilité est étonnamment plus imposante
dans les cahiers des villes que dans les cahiers des paroisses, mais les demandes sont toutefois identiques. Enfin, la question de la justice est traitée plutôt uniformément sur tout le territoire, et des éléments sont semblables à la fois au milieu rural et au milieu urbain, même s'il y a quelques particularités à l'un ou à l'autre. En conclusion, on peut dire que une grande partie des thèmes qui sont abordés dans les cahiers des paroisses se retrouvent dans les cahiers des villes. En fait, les cahiers des grandes paroisses et des villes sont beaucoup plus conséquents que les autres. Ils abordent beaucoup plus de sujets différents. Aussi, au-delà des sujets qu'ils abordent, la focale de ces cahiers de ville a l'air plus reculée que des cahiers de paroisse. Et quelquefois, ils dressent un bilan à l'échelle provinciale ou même sur certains sujets très précis à l'échelle nationale, mais cela reste rare. Pour vraiment perfectionner cette analyse et apporter une réponse la plus parfaite possible, il faudrait effectuer une analyse géographique. Par exemple, sur un territoire très resserré, comme la distance Morse-Montmurat, qui sont deux paroisses très voisines, mais où les doléances, on peut le remarquer, sont, après analyse quantitative, très proches.